Bonsoir à toutes et à tous les auditeurs des émissions Passion de toujours. Alors j'aimerais tout d'abord citer Isaac Bashevis Singer. Les fantômes aiment le yiddish, et pour autant que je sache, ils le parlent tous. Je ne crois pas seulement aux démons et aux autres esprits, mais aussi à la résurrection. Je suis sûr qu'un jour, des millions de cadavres parlant yiddish se lèveront de leur tombe, et la première question qu'ils poseront, ce sera « Quel est le dernier livre publié en yiddish ?» C'est un extrait du discours qu'il a fait lors de la remise du prix Nobel de littérature qui lui a été décerné en 1978. Alors bonsoir à vous, Marie-Pierre Bay. Bonsoir. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mon émission de ce grand écrivain, Isaac Bashevis Singer. Aujourd'hui, avec vous qui êtes sa traductrice, je voudrais évoquer ses livres pour enfants et la place qu'ils tiennent dans son œuvre. Mais tout d'abord, je souhaiterais dire quelques mots sur la nouvelle édition aux éditions Larousse du recueil de contes Zlaté la chèvre et autres contes dans la collection pour collégiens que je dirige avec vous, Marie-Pierre Bay, et qui s'appelle Les contemporains classiques de demain. Ce livre s'appelle Zlaté la chèvre et autres contes, et la semaine prochaine, je vous proposerai une lecture du conte Zlaté la chèvre. Isaac Bashevis Singer nous ensorcelle avec des histoires tirées du folklore juif polonais et des souvenirs de son enfance, puis de sa vie plus tard en Amérique. Il y avait une fois. Alors, chère Marie-Pierre Bay, j'aimerais vous demander si Isaac a toujours écrit pour les enfants. Non, pas du tout. Il était persuadé, il l'a dit, qu'il en était incapable. Il a eu un fils, mais il ne l'a pas élevé. Il l'a vraiment connu quand son fils avait 25 ans, était séparé de sa mère. Et c'est une de ces éditrices américaines au magazine The New Yorker, dans lequel il publiait souvent des nouvelles, qui un jour a insisté pour qu'il essaye d'écrire pour les enfants. Alors il a résisté, et puis finalement il l'a fait, et ça a été un immense plaisir pour lui, et peut-être pas tout à fait à son étonnement, mais quand même un immense succès. Ces contes pour les enfants, ces histoires pour les enfants ont été traduites dans plus de 30 pays. Il y a au moins une vingtaine de livres. Et oui, ça tient une place importante dans son œuvre. Et ces contes ont été adaptés au cinéma, à la télévision, il y a eu des dessins animés, il y a eu des bandes dessinées. Et voilà, ça a très bien fonctionné alors qu'il n'y croyait pas. Dans son discours devant l'Académie Nobel, il a repris un passage de son très joli texte. Alors pouvez-vous en lire un bref extrait ? Oui, son texte s'appelait à l'origine « Les enfants seraient-ils les seuls véritables critiques littéraires ?» Ce qu'il aimait, c'était que les enfants, dit-il, soient les meilleurs lecteurs dès qu'il s'agit de vraie littérature. Les adultes, je le cite toujours, les adultes sont hypnotisés par les noms célèbres, la publicité, des critiques favorables, mais les enfants ne se laissent pas séduire par ce genre d'arguments. Ils aiment la clarté, la logique, et même une chose aussi démodée que la ponctuation. Plus encore, ils exigent de véritables histoires avec un début, un milieu et une fin, comme il y en a dans toutes les histoires qu'on raconte depuis des millénaires. Alors en fait, Isaac était un conteur. Il descendait d'une grande tradition de conteurs oraux, le conteur qui s'installe sur la place d'un village les jours de foire et qui raconte des histoires et qu'on vient écouter. Alors des histoires, il en avait entendu quand il était petit, racontées par sa mère, qui les tenait de sa grand-mère et qui les tenait de son arrière-grand-mère. Et ce sont toutes des histoires venues du folklore juif d'Europe centrale, de Pologne, de Russie. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, comme il le dit lui-même, il parle d'enfants juifs, de sages juifs, d'idiots juifs, de fiancés juifs, de jeunes mariés juifs, des événements qui se passent dans des shtetl, les petits villages juifs de Pologne, et c'est lu, c'est apprécié, c'est même adoré souvent, dans toutes sortes de pays, dans toutes sortes de langues qui n'ont rien à voir avec ces origines-là. Pourquoi ? Parce que, dit-il, il n'y a pas de bonne littérature sans racines. On ne peut pas écrire sans faire abstraction, on ne peut pas écrire en faisant abstraction, au contraire, des origines, du folklore. Et ces histoires à lui sont tout à fait imprégnées du folklore de son pays, de la Pologne juive.
Sans folklore et sans racines profondes dans un sol spécifique, la littérature est condamnée à péricliter et à disparaître. Cela est vrai pour toutes les littératures à n'importe quelle époque. Heureusement, c'est toujours Singer qui parle, la littérature pour enfants est encore aujourd'hui plus solidement attachée au folklore que la littérature pour adultes. Et ça suffit à la rendre si importante pour les enfants de nos générations. Et il a écrit aussi des histoires, il en figure dans le livre donc qui va sortir chez Larousse, qui se passent aux États-Unis, puisque Singer a passé une grande partie de sa vie en exil, comme il le disait, aux États-Unis. Il est quand même devenu citoyen américain. Il est arrivé aux États-Unis en 1935. Et il y a dans ce recueil 2 ou 3 histoires qui se passent à New York. Ce qu'il y a aussi dans ces histoires, c'est un immense humour. C'est très très drôle. Moi qui les connais par cœur, parce que je les ai traduites, je les ai publiées à plusieurs reprises, il m'arrive encore d'éclater de rire en les lisant. Et ça, lire ces histoires-là à des enfants, c'est un vrai bonheur. Mais il y a aussi là-dedans énormément de tendresse et de nostalgie, un humanisme très profond, un regard tendre et lucide sur sa communauté. Et puis aussi la nostalgie d'une époque qui n'est plus et qu'il aujourd'hui, bon, il est mort en 1991 et c'est très émouvant de relire ces textes qui sont un reflet d'une époque qui n'est plus. Ah, il disait dans la littérature yiddish, je suis un des derniers, sinon le dernier, et il ajoutait c'est une tragédie. On sait quelle tragédie. 6,5 millions de personnes ont beaucoup parlé le yiddish et qui ont disparu. On sait comment. Et il disait c'est une tragédie, une responsabilité. Il fallait poursuivre, continuer cette tradition. Mais il y a autre chose dans ces livres. Il y a une grande part de mysticisme. Alors, on pourrait penser que c'est un peu loin des préoccupations des enfants. Pas du tout, dit-il. Je le cite à nouveau. Les enfants, par nature, sont enclins au mysticisme. Ils croient en Dieu, ils croient au diable, aux esprits du bien, aux esprits du mal et à la magie sous toutes ses formes. Et ça, c'est vrai. Pourtant, dit-il, ils exigent que les histoires qu'on leur raconte se tiennent. Or, il y a souvent une grande logique dans la religion et une toute petite logique dans le matérialisme. Et c'est ce côté-là de mystique dans ces histoires, il est très important et je pense que ça fait partie de leur charme. Voilà, il n'y a pas vraiment de message, il y a une morale, mais il était très conscient d'écrire pour les enfants, donc il y a toujours une morale, mais il n'y a pas vraiment de message. Il y a encore une fois une histoire avec un début, un milieu et une fin. Et il disait toujours qu'il était très conscient que quand une histoire ennuie un enfant, il bâille ouvertement, il jette le livre. Voilà. Et ça, pour lui, c'était un critère absolu. Je vais dire quelques mots pour dire pourquoi il était si sensible aux animaux, pourquoi Azlaté la chèvre est l'un de ses contes les plus célèbres, et je vais simplement le citer. Tout ce verbiage sur la dignité, la compassion, la culture ou la morale semble ridicule lorsqu'il sort de la bouche même de ceux qui tuent des créatures innocentes, pourchassent des renards que leurs chiens ont épuisés, ou même encouragent l'existence des combats de taureaux et des abattoirs. Toutes ces explications selon lesquelles la nature est cruelle et donc nous sommes en droit d'être cruels sont hypocrites. Rien ne prouve que l'homme soit plus important qu'un papillon ou qu'une vache. Je considère le fait d'être devenu végétarien comme la plus grande réussite de ma vie. Je ne prétends pas sauver beaucoup d'animaux de l'abattoir, mais mon refus de manger de la viande est une protestation contre la cruauté. Personnellement, je ne crois pas qu'il puisse y avoir de paix dans ce monde tant que les animaux seront traités comme ils le sont aujourd'hui. Cet extrait d'Ennemi, une histoire d'amour, et ce film a été mis en scène par Paul Mazursky, qui est décédé le 30 juin dernier et qui est un cinéaste hélas trop oublié. Ce film est magnifique, c'est la plus belle adaptation pour le cinéma qui a été faite de Singer. Et c'est Maurice Jarre qui a écrit une musique absolument magnifique et je tiens à rendre hommage à Maurice Jarre car aujourd'hui il aurait eu 90 ans. Et je vais encore citer Singer, toujours extrait de Ennemi, une histoire d'amour. Ça va très loin ce qu'il dit. Les gens disent souvent que les humains ont toujours mangé des animaux comme si c'était une justification pour continuer la pratique. Selon cette logique, nous ne devrions pas essayer d'empêcher les gens d'assassiner d'autres personnes puisque ceci existe aussi depuis les tout premiers temps.
Pour ces créatures, tous les humains sont des nazis. Pour les animaux, la vie est un éternel Treblinka. On voit qu'il va très loin dans ce qu'il dit. Peut-être quelques mots pour conclure, avant que je diffuse un extrait de la musique de Enemies. Je pense que on continuera à lire très longtemps ces contes. C'est tout simplement parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont drôles, parce que à partir de 4 ou 5 ans, un peu plus bien entendu, il y en a qui s'adressent à des plus grands, on peut les comprendre et on peut les trouver très amusants. Moi, j'éclate de rire quand dans ce recueil je lis l'histoire de Toddy Laruse et de Lizer Lavare. Les mauvais tours qui se jouent les uns les autres, c'est à mourir de rire. Zlaté la chèvre, qui est un de ses contes les plus célèbres, est absolument plein d'émotions. C'est tout simplement très beau. Et je suis contente que ces textes soient sous un format très agréable, avec des annotations, des commentaires dans la collection Larousse, soit à nouveau disponible pour les enfants. Voilà. Je pense que c'est une excellente chose et je suis contente que les éditions Larousse les publient. Merci beaucoup à vous, Marie-Pierre Bay. Je tiens à rappeler que la semaine prochaine, je vous proposerai une lecture du conte Zlaté la chèvre et nous allons nous terminer cette émission de ce soir sur un extrait de la musique de Maurice Jarre qui s'appelle In the Wood. Zlaté la chèvre, conte de Isaac Bashevis Singer. À l'époque de Hanouka, la route qui conduit du village à la ville est généralement couverte de neige. Mais cette année-là, l'hiver avait été doux. Il n'était tombé que peu de neige. Le soleil brillait pratiquement tout le temps. Les paysans se plaignaient du temps sec qui entraînerait une récolte médiocre en grains d'hiver. L'herbe nouvelle poussait et les paysans envoyaient leur bétail au pâturage. Pour Réhouven le fourreur, ce fut une mauvaise année. Après de longues hésitations, il décida de vendre Zlaté la chèvre. Elle était vieille et donnait peu de lait. Feivel, le boucher de la ville, en avait offert 8 gulden. Une telle somme permettrait d'acheter des bougies de Hanouka, des pommes de terre, de l'huile pour les crêpes, les cadeaux pour les enfants, tous les autres objets nécessaires au jour de fête pour la maison. Réhouven dit à son fils aîné Aaron de conduire la chèvre à la ville. Aaron comprit ce que conduire la chèvre chez Feivel voulait dire. Mais il devait obéir à son père. Léa, sa mère, pleura à chaudes larmes quand elle apprit la nouvelle. Les jeunes sœurs d'Aaron, Anna et Myriam, poussèrent des lamentations. Aaron enfila sa veste rembourrée et sa casquette chaude, puis noua une corde autour du cou de Zlaté. Il emporta 2 tranches de pain au fromage, comme en cas, sur la route. Aaron devait livrer la chèvre dans la soirée. Il passerait la nuit chez le boucher et reviendrait le lendemain avec l'argent.
Tandis que la famille faisait ses adieux à la chèvre et qu'Aaron plaçait la corde autour de son cou, Zlaté se montra aussi patiente et bienveillante que de coutume. Elle lécha la main de Réhouven, elle secoua sa petite barbiche blanche. Zlaté avait pleinement confiance en l'être humain. Elle savait qu'il la nourrissait toujours et ne lui faisait jamais le moindre mal. Quand Aaron la conduisit sur la route vers la ville, elle sembla quelque peu étonnée. On ne l'avait jamais emmenée dans cette direction auparavant. Elle jeta un regard interrogateur en arrière comme pour dire « Où m'emmène-t-on » Mais au bout d'un moment, elle sembla être arrivée à cette conclusion. Une chèvre ne doit jamais poser de questions. Pourtant, la route était bien différente de ce qu'elle connaissait. Aaron et Zlaté passèrent devant d'autres champs, des pâturages inconnus, de nouvelles huttes aux toits couverts de chaume. Ça et là, un chien aboyait en leur courant après, mais Aaron le chassait de son bâton. Le soleil brillait quand Aaron avait quitté le village. Brusquement, le temps changea. Un gros nuage noir bleuâtre au centre apparut à l'est et couvrit rapidement tout le ciel. Un vent froid se mit à souffler. Les corneilles volaient bas en craillant. Tout d'abord, on aurait dit qu'il allait pleuvoir, mais à la place, il commença à grêler comme en été. L'heure était pourtant peu avancée, mais il faisait sombre, comme entre chien et loup. Au bout d'un certain temps, la grêle se transforma en neige. À 12 ans, Aaron avait déjà vu toutes sortes de temps, mais il n'avait jamais connu une neige pareille. Elle était si dense qu'elle cachait la lumière du jour. Bientôt, le chemin fut complètement couvert. Le vent devint aussi tranchant que la glace. La route vers la ville était étroite et sinueuse. Aaron ne savait plus où il se trouvait. Il n'arrivait pas à voir clair dans la tourmente. Rapidement, la bise traversa sa veste rembourrée. Tout d'abord, Zlaté ne sembla pas s'inquiéter du changement de temps. Elle aussi avait 12 ans et savait ce que l'hiver réserve. Mais quand ses jambes s'enfoncèrent de plus en plus profondément dans la neige, elle commença à tourner la tête et dévisagea Aaron avec étonnement. Ses yeux doux semblaient demander « Pourquoi sommes-nous dehors par une telle tempête ?» Aaron espérait qu'un paysan passerait avec sa carriole, mais personne ne se montra. La neige devint de plus en plus épaisse, tombant au sol en larges flocons tourbillonnants. À travers cette neige, les bottes d'Aaron touchaient le moelleux d'un champ labouré. Il comprit qu'il n'était plus sur la route. Il s'était égaré. Il était incapable de discerner l'est de l'ouest ni où se trouvait le village par rapport à la ville. Le vent soufflait, hurlait, soulevant des tourbillons de neige. On aurait dit que des lutins blancs jouaient aux quatre coins sur les champs. Une fine poussière blanche montait du sol. Zlaté s'arrêta, elle ne pouvait plus avancer. Avec entêtement, elle ancra ses sabots fendus dans la terre et bêla comme si elle implorait qu'on la ramène à la maison. Des stalactites étaient accrochées à sa barbe blanche, ses cornes étaient brillantes de gel. Aaron ne voulait pas admettre le danger. Il savait néanmoins que s'ils ne trouvaient pas d'abri, ils allaient mourir de froid. Ce n'était pas une tempête ordinaire. C'était une véritable et violente tourmente. À présent, il se trouvait enfoncé dans la neige jusqu'aux genoux. Ses mains étaient engourdies. Il ne sentait plus ses orteils. Il suffoquait en respirant. Son nez semblait même être de bois, et il le frotta avec une poignée de neige. Le bêlement de Zlaté commençait à ressembler à des pleurs. Ces êtres humains en qui elle avait tant de confiance l'avaient entraîné dans un piège. Aaron se mit à prier pour lui-même, aussi pour l'animal innocent. Soudain, il discerna les contours d'une colline. Il se demanda ce que cela pouvait bien être. Qui avait entassé ainsi la neige en un tas aussi immense? Il avança dans la direction, traînant Zlaté derrière lui. Quand il fut tout près, il s'aperçut que c'était une énorme meule de foin que la neige avait ensevelie sous une couverture blanche. Aaron comprit aussitôt qu'ils étaient sauvés. Au prix de grands efforts, il se fraya un chemin. C'était un enfant de la campagne et il savait ce qu'il restait à faire. Aussitôt arrivé à la meule, il creusa une niche pour la chèvre et pour lui-même. Quel que soit le froid à l'extérieur, dans le foin, il fait toujours chaud. Et le foin constituait de la nourriture pour Zlaté. Lorsqu'elle l'eut flairé, elle se montra satisfaite et se mit à manger. Dehors, la neige continuait à tomber. Elle recouvrit rapidement le passage qu'Aaron avait creusé. Mais un garçon et un animal ont besoin de respirer, il n'y avait presque pas d'air dans leur cachette. Aaron perça une sorte de lucarne dans le foin et la neige et garda soigneusement l'ouverture dégagée. Zlaté, ayant mangé tout son sou, s'assit sur ses pattes de derrière. Elle semblait avoir regagné confiance en l'être humain. Aaron mangea ses 2 tranches de pain au fromage, mais à la fin d'une journée aussi pénible, il avait encore faim. Il regarda Zlaté et constata que ses pieds étaient pleins. Il se coucha près d'elle, se plaçant de telle sorte que le lait qu'il tirait d'elle jaillit dans sa bouche. Celui-ci était riche et sucré. Zlaté n'était pas habituée à être traite de cette manière, mais elle n'offrit pas de résistance.
Bien au contraire, elle semblait empressée de récompenser Aaron de l'avoir conduite dans un abri dont les murs, le sol et le plafond étaient faits de nourriture. Par l'ouverture, Aaron pouvait jeter un coup d'œil dehors. Le vent déposait des amoncellements de neige à l'entrée. Il faisait complètement noir et il ne savait pas si la nuit était déjà tombée ou si c'était la tempête qui obscurcissait tout. Dieu merci, dans le foin il ne faisait pas froid. Le foin séché, l'herbe et les fleurs des champs exudaient la chaleur du soleil d'été. Zlaté mangea souvent. Elle brouta en haut, en bas, à sa gauche et à sa droite. Son corps dégageait une chaleur animale et Aaron se pelotonna contre elle. Il avait toujours aimé Zlaté, mais maintenant elle lui semblait une sœur. Il était seul, coupé de sa famille, et il avait envie de bavarder. Il se mit à parler à Zlaté. « Zlaté, que penses-tu de ce qui vient de nous arriver ?» demanda-t-il. « Ma, répondit Zlaté. « Si nous n'avions pas trouvé cette meule de foin, nous serions tous deux raides de froid à présent, dit Aaron. « Ma, fut la réponse de la chèvre. « Si la neige continue à tomber ainsi, il nous faudra peut-être rester ici pendant des jours, expliqua Aaron. « Ma, belle Zlaté. »« Que veut dire ma ?» demanda Aaron. « Tu ferais mieux de parler plus clairement. »« Ma, essaya Zlaté. »« Bon, va pour ma, alors, dit Aaron plein de patience. « Tu ne sais pas parler, mais moi je peux te comprendre. J'ai besoin de toi, et toi tu as besoin de moi, n'est-ce pas ? Ma. » Aaron eut sommeil. Il se fit un oreiller en tassant un peu de paille, et reposa sa tête et s'assoupit. Zlaté aussi s'endormit. Quand Aaron ouvrit les yeux, il ne sut dire si c'était le jour ou la nuit. La neige avait obstrué sa lucarne. Il essaya de la dégager, mais quand il eut creusé toute la longueur de son bras, il ne voyait toujours pas d'issue. Heureusement, il avait conservé son bâton avec lui. Il s'en servit pour travailler en profondeur et parvenir ainsi jusqu'à l'air libre. Il faisait toujours noir dehors. La neige continuait de tomber. Le vent gémissait tout d'abord sur un seul son, et puis s'amplifiant en un concert de tons multiples. Par moments, on aurait dit l'écho d'un rire diabolique. Zlaté se réveilla à son tour, et quand Aaron la salua, elle répondit « Ma ». Oui, le vocabulaire de Zlaté se résumait à un seul mot, mais qui signifiait bien des choses. À présent, elle disait « Nous devons nous contenter de tout ce que Dieu nous donne. Chaleur, froid, faim, satisfaction, lumière et obscurité. » Aaron s'était réveillé le ventre creux. Il avait mangé toute sa réserve, mais Zlaté avait les pieds gonflés de lait. Pendant 3 jours, Aaron et Zlaté restèrent dans la meule de foin. Aaron avait toujours aimé Zlaté, mais au cours de ces 3 jours, il l'aima de plus en plus. C'est qu'elle le nourrissait de son lait et lui permettait de se réchauffer. Elle le réconforta aussi avec sa patience. Il lui raconta beaucoup d'histoires et elle dressait toujours l'oreille et écoutait. Quand il la flattait, elle léchait sa main et son visage. Puis elle disait « Ma » et il savait que cela voulait dire « Je t'aime ». La neige tomba donc pendant 3 jours, quoique le premier jour passé, elle fut moins épaisse et que le vent se fût calmé. Parfois, Aaron avait le sentiment qu'il n'y avait peut-être jamais eu d'été, que la neige tombait depuis toujours, aussi loin que remontaient ses souvenirs. Ainsi, lui, Aaron, n'avait jamais eu de père ou de mère ou de sœur. Il était un enfant de la neige, sorti de la neige, et il en était de même pour Zlaté. Il régnait un tel calme dans le foin que ses oreilles sonnaient dans le silence. Aaron et Zlaté dormirent toute la nuit et une bonne partie de la journée. Quant aux songes d'Aaron, ils se réduisaient et tournaient tous autour d'un temps chaud. Il rêvait de champs verdoyants, d'arbres couverts de fleurs, de petits ruisseaux limpides et d'oiseaux chantants. Durant la 3e nuit, la neige cessa de tomber, mais Aaron n'osa pas encore chercher son chemin vers la maison, dans l'obscurité. Le ciel, bientôt, était devenu clair et la lune brillait, jetant des filets d'argent sur la neige. Aaron se glissa dehors et contempla le monde autour de lui. Il était tout blanc, calme, plongé dans des rêves de splendeur céleste. Les étoiles étaient énormes et tout proches. La lune nageait dans le ciel comme dans une mer. Le matin du 4e jour, Aaron entendit enfin le tintement de clochette d'un traîneau. La meule de foin n'était pas loin de la route. Le paysan qui conduisait le traîneau lui montra le chemin, non celui qui mène à la ville et chez Feivel le boucher, mais celui qui conduit à la maison et au village. Aaron avait décidé dans la meule de foin qu'il ne se séparerait jamais de Zlaté. La famille d'Aaron et tous les voisins avaient, quant à eux, cherché le garçon et la chèvre, mais ils n'en avaient trouvé nulle trace pendant la tempête. Tous craignaient qu'ils ne fussent perdus. La mère et les sœurs d'Aaron avaient fondu en larmes. Son père était resté silencieux, sombre. Mais soudain, voici que l'un de leurs voisins était venu en courant chez eux avec la nouvelle. Aaron et Zlaté arrivaient par la route. La maison fut en liesse. Aaron raconta comment il avait trouvé la meule de foin et comment Zlaté l'avait nourri de son lait. Les sœurs d'Aaron embrassèrent et étreignirent Zlaté et lui servirent une ration supplémentaire de carottes hachées et d'épluchures de pommes de terre qu'elle avala goulûment.
Personne plus jamais ne pensait à vendre Zlaté. Et maintenant que le temps froid s'était enfin installé, les villageois avaient besoin des services de Réhouven le fourreur de nouveau. Quand Hanouka arriva, la mère d'Aaron put faire sauter des crêpes chaque soir, et Zlaté en reçut sa portion elle aussi. Bien qu'elle eût sa propre étable, la chèvre venait souvent à la cuisine, frappant à la porte de ses cornes pour faire comprendre qu'elle avait envie de faire une visite, et toujours on la laissait entrer. Dans la soirée, Aaron, Myriam et Anna jouaient à la toupie. Zlaté, installé près du poêle, observait les enfants et la lueur vacillante des bougies de Hanouka. Il arrivait qu'Aaron lui demande « Zlaté, te souviens-tu des 3 jours que nous avons passés ensemble ?» Alors Zlaté se grattait la nuque et de sa corne secouait sa tête à la barbe blanche et émettait le seul son qui exprimait à la fois ses pensées et son unique amour. Oui, je tiens à dire que ce conte Zlaté la chèvre sera réédité avec d'autres contes ces jours-ci de la collection Les Contemporains, classiques de demain aux éditions Larousse. Je tiens à rendre hommage à Isaac Bashevis Singer bien entendu, mais aussi à Paul Mazursky, l'auteur de ce très très beau film Enemies a Love Story, dont est extrait cette musique de Maurice Jarre. Et voilà. Et merci beaucoup à Arnaud à la technique. Je finirai simplement en citant une phrase que je trouve très émouvante à propos du film Enemies et qui me semble très emblématique de l'œuvre de Singer et de ce film qui en est si proche. Enemies est à la fois une tragédie de la survie et une comédie sentimentale. Bonsoir à toutes et à tous.